La table du déjeuner d'automne chez mes parents, à Neuilly-sur-Seine, était dressée avec leur porcelaine la plus raffinée. Les verres à vin en cristal captaient la lumière de l'après-midi. La volaille avait été préparée par un traiteur professionnel parce que maman ne cuisinait plus. Pas depuis que le fonds d'investissement de papa avait commencé à bien marcher. J'avais conduit pendant 2 heures depuis mon studio à Saint-Denis. Pendant tout le trajet, je m'étais dit que cette année serait différente, que je ne les laisserais pas m'atteindre. J'avais tort au bout de 5 minutes. Emma, ma sœur, Victoire, entra majestueusement dans la salle à manger dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Tu es là. Je craignais que tu ne te sois perdu. Saint-Denis, c'est si loin. C'est à 2 heures, dis-je. Exactement. Si loin. Elle fit la bise en l'air près de ma joue, son parfum étant accablant. Tu as l'air à l'aise. Je portais un pull et un beau jean. Victoire portait du Chanel. Maman apparut depuis la cuisine, ou plutôt depuis la supervision des traiteurs dans la cuisine. Emma, chérie, c'est bien que tu sois là. Victoire, n'a-t-elle pas l'air fatiguée? Emma, dors-tu suffisamment? Je vais bien, maman. Ces horaires d'hôpital doivent être épuisants. Quand travailles-tu la prochaine fois? Demain, de 15h à 23h. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent avec une sympathie exagérée. Le jour du Black Friday? C'est terrible. Je prends toute la semaine de congé. Charles et moi allons à Courchevel. Charles était le mari de Victoire, un avocat d'affaires devenu associé à 32 ans. Il vivait dans une maison bourgeoise de 4 chambres à Versailles avec un garage pour 3 voitures et une piscine. Je vivais dans un studio de 37 mètres carrés avec un lit escamotable et une vue sur un mur de briques. Courchevel a l'air sympa, dis-je. Tu devrais venir un jour. Oh, attends. Les infirmières peuvent-elles se permettre Courchevel? Victoire ria comme si c'était une blague hilarante. Papa émergea de son bureau. Emma, content de te voir. Toujours à la salpêtrière? Toujours en réanimation? Bien, bien, un travail honnête. Il le dit de la manière dont il pourrait dire ma pauvre petite, avec une pitié masquant la désapprobation. Nous nous assîmes pour dîner. Victoire et Charles à la droite de maman. Moi en face d'eux, à côté de la chaise vide qui était celle de grand-mère. Grand-mère était décédée il y a 6 semaines. Nous attendions toujours la lecture du testament, prévue pour le mardi suivant. Personne ne l'avait encore mentionné. Pas vraiment. Pas au-delà de la logistique des funérailles. Alors, dit Victoire en coupant sa volaille, la lecture du testament est enfin la semaine prochaine. Maman hocha la tête. Mardi à 14h. Tout le monde doit être là. Il était temps, dit papa. Ces choses ne devraient pas prendre autant de temps. 6 semaines, c'est excessif. Le droit des successions, proposa Charles. C'est un processus. J'ai déjà regardé des maisons, continua Victoire. Elle sortit son téléphone, faisant défiler les annonces. Celle-ci est à Saint-Cloud. 6 chambres, piscine, maison d'amis. C'est seulement 3 millions d'euros. C'est charmant, chérie, dit maman en se penchant pour regarder les photos. Regarde cette cuisine. Victoire zooma. Comptoir en marbre, appareils électroménagers de qualité professionnelle, le genre qu'on voit dans les magazines. Magnifique, convint maman. Et celle-ci, Victoire passa à une autre annonce, à Neuilly, en fait près de chez vous. Cette chambre, piscine intérieure, court de tennis. 4,2 millions, mais le portefeuille de grand-mère peut le supporter. Le portefeuille de grand-mère doit valoir au moins 5 millions, dit Victoire avec confiance. Entre la maison à Boulogne, l'appartement dans Paris, toutes ces actions que l'ami de papa l'a aidé à investir, plus ses économies, sa pension. Mère était très prudente avec l'argent, dit papa. Elle investissait bien. Exactement, continua Victoire. Donc, divisé en 3 entre nous les enfants, cela fait plus d'1,5 million chacun. Peut-être 2,6 millions et plus proche de 6 millions au total. Elle me regarda, son expression empreinte d'une sympathie exagérée. Emma, tu pourrais enfin acheter un endroit. Sortir de cette triste petite location. Mon appartement est très bien, dis-je doucement. Il fait 37 mètres carrés.
Victoria. Je l'ai vu. Tu te souviens quand je suis venu te rendre visite l'année dernière? Tu n'as même pas de vraie chambre. Le lit se replie dans le mur comme si tu étais à l'université. C'est efficace, dis-je. C'est déprimant. Elle se tourna vers maman. L'as-tu vu? L'immeuble n'a même pas de digicode. Et le quartier? J'ai dû me garer 3 rues plus loin. 3 rues? Maman soupira. Emma fait ses propres choix. Victoire, je sais, mais quand même. Victoire secoua la tête. Avec ton héritage, tu devrais vraiment envisager quelque chose de plus agréable. Peut-être un quartier en plein essor. Ou le Valois-Perret, un endroit avec de vrais équipements. Une salle de sport, un gardien. Un endroit où ta voiture ne sera pas fracturée. Ma voiture n'a jamais été fracturée, dis-je. Pas encore, dit Victoire. Ce n'est qu'une question de temps dans ce quartier. Je ne dis rien. J'avais appris il y a des années que me défendre ne faisait qu'empirer les choses. Victoire retourna à son téléphone. Charles et moi achèterons probablement 2 propriétés. Une à Versailles, quelque chose de plus grand que ce que nous avons maintenant, et peut-être une maison de plage. Au Cap Ferret, ou peut-être sur l'île de Ré. Investissement intelligent, opina papa d'un hochement de tête approbateur. Et toi, Emma? Demanda Charles. Il essayait d'être gentil. Il l'était généralement. Que feras-tu de ta part? Je ne sais pas, dis-je. Je n'y ai pas réfléchi. Victoria. Bien sûr que non. Tu ne planifies jamais à l'avance. C'est pour ça que tu as 32 ans et que tu loues encore un studio. Victoire, dit Charles doucement. Quoi? Je dis juste que certains d'entre nous planifient pour l'avenir. Elle fit un geste vers leur belle vie, leurs belles choses. Certains d'entre nous travaillent dur et font de bons choix. Je travaillais 70 heures par semaine en tant qu'infirmière en réanimation, gagnant 45 000 € par an dans l'une des villes les plus chères du monde. Mais Victoire était une cadre en marketing gagnant 120 000 €, donc clairement, je ne travaillais pas assez dur. Tout de même, continua Victoire, ce sera bien pour toi d'avoir un peu d'argent. Peut-être pourras-tu enfin faire quelque chose de ta vie. Retourner à l'école. Obtenir un meilleur travail. J'aime mon travail, dis-je. Tu changes des bassins, dit Victoire. Elle le dit gentiment, avec un sourire, ce qui d'une certaine manière rendait la chose pire. Je sauve des vies, répondis-je. Bien sûr que tu le fais, chérie, dit maman. Nous sommes très fiers. Mais Victoire a raison. Avec un héritage, tu pourrais progresser. Peut-être faire un MBA. Faire quelque chose de plus prestigieux. Le reste du dîner passa dans un flou où Victoire discutait de ses projets, maman et papa hochaient la tête en signe d'approbation, Charles essayait de changer de sujet de temps en temps, et moi, assis silencieusement, poussant la nourriture dans mon assiette alors que le dessert était servi. Une tarte d'une pâtisserie parisienne qui coûtait 50 €. Victoire se pencha en avant d'un air conspirateur. Je dois admettre, dit-elle, je suis curieuse de savoir ce que grand-mère a laissé à chacun de nous. Pensez-vous que ce sera égal? Pourquoi ne le serait-ce pas? Demanda maman. Eh bien, Victoire me jeta un coup d'œil, je veux dire, j'ai passé beaucoup plus de temps avec grand-mère que certaines personnes. Nous aimions tous grand-mère, dis-je doucement. Bien sûr. Mais je lui rendais visite tous les mois. J'amenais les enfants. Elle adorait voir les enfants. Ce que Victoire ne mentionnait pas, c'est que ces visites mensuelles étaient programmées précisément à 2 semaines d'intervalle, duraient exactement 90 minutes, et se terminaient toujours par Victoire regardant sa montre et disant qu'ils avaient un autre engagement. Ce que Victoire ne savait pas, c'est que j'avais rendu visite à grand-mère chaque semaine. Chaque jeudi soir sans exception pendant 3 ans, nous dînions ensemble, regardions Question pour un champion et parlions. Parlions vraiment. Mais je ne l'avais jamais mentionné à ma famille. Parce que grand-mère m'a demandé de ne pas le faire. Ils ramèneront tout à eux, avait dit grand-mère. Ils voudront savoir pourquoi je ne leur accorde pas la même attention, ou ils commenceront à venir par obligation, pas par amour. J'aime nos jeudis soirs, Emma. Juste nous. Pouvons-nous garder cela comme notre secret? Alors, je l'avais fait. Pendant 3 ans,
j'avais dit à ma famille que je travaillais tard le jeudi, ou que je voyais des amis, ou que j'étais trop fatigué pour parler. Il n'avait jamais remis cela en question. Il n'avait jamais demandé de détails. Il ne posait jamais de questions sur rien dans ma vie, vraiment. Je suis sûr que grand-mère a été juste, dit papa. Elle était toujours juste. Quand même, dit Victoire, sortant l'application calculatrice de son téléphone. Même 1,5 million changerait la vie d'Emma. Enfin, un apport pour un véritable appartement. Tout le monde ria, y compris Charles, bien qu'il semblât mal à l'aise. Je m'excusai pour aller aux toilettes et me tins devant le miroir, prenant de grandes inspirations. Mon téléphone vibra. Un message du notaire, Maître Pasquier, je confirme juste pour mardi, 14 h. La lecture du testament prendra environ 1 heure. Veuillez arriver à l'heure. Et je me regardais dans le miroir. Des yeux fatigués. Les yeux de ma grand-mère. Tout le monde disait que j'avais ses yeux. Je pensais au jeudi soir, assise dans l'appartement de grand-mère dans le 16e arrondissement, mangeant sa soupe maison, la regardant devenir compétitive devant Question pour un champion. Allez, Emma. La réponse est Marie Curie. Comment ne savais-tu pas ça? Je pensais au dernier repas de famille, quand j'avais rendu visite à grand-mère la veille. Elle m'avait tenu la main et avait dit, tu es la seule qui me voit comme une personne, pas comme un chéquier. Je lui avais dit qu'elle avait tort, que la famille l'aimait. Ils aiment l'idée de moi, avait-elle dit. Toi, tu m'aimes. Quand je retournais à table, Victoire montrait à maman des photos de meubles. Pour la nouvelle maison, expliqua-t-elle. Je pense à un style campagne chic. Très tendance. Le trajet de retour vers Saint-Denis prit 3 heures à cause de la circulation. Je rentrais à 23 h, grimpais les 4 étages jusqu'à mon studio et m'effondrais sur mon lit escamotable sans prendre la peine de le replier. Mon téléphone vibra à nouveau. Victoire dans le groupe de discussion familiale, j'ai hâte d'être à mardi. On va enfin pouvoir améliorer nos vies. Emma, nous devrions aller acheter des meubles ensemble après la lecture. T'aider à choisir des meubles d'adultes. J'éteignis mon téléphone. Mardi arriva enveloppé dans le froid de décembre. J'avais pris ma journée. Je portais mon tailleur d'entretien, bleu marine, légèrement usé au poignet, mais professionnel. Je pris le métro jusqu'aux Champs-Élysées, émergeant sur l'avenue Georges V, où le cabinet de Maître Pasquier occupait un étage élevé d'un immeuble haussmannien. La salle d'attente était toute en marbre et en cuir. Trop cher, trop calme. Maman et papa étaient déjà là, assis sur un canapé, parlant à voix basse. Ils levèrent les yeux quand j'entrai. Emma, dit maman, tu es en avance. Vous aussi. Nous voulions du temps pour nous préparer, dit papa. C'est une journée riche en émotions. Victoire et Charles arrivèrent 10 minutes plus tard. Victoire dans une autre tenue de créateur, portant un sac Birkin. Désolé pour le retard. La circulation était folle. Emma, tu es jolie. Est-ce le même tailleur que tu portais à ta remise de diplôme d'infirmière? Oui, dis-je. Mignon. Très économe. La réceptionniste apparut. Maître Pasquier est prêt à vous recevoir. Nous entrâmes en file indienne dans une grande salle de conférence. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le jardin des Tuileries. Une longue table avec des chaises en cuir, tout était conçu pour intimider. Maître Pasquier avait la soixantaine, les cheveux blancs et des yeux bienveillants. Il avait été le notaire de grand-mère pendant 30 ans. Il fit un signe de tête à chacun de nous alors que nous nous asseyions. « Merci d'être venu, dit-il. Je sais que c'est difficile. » Marthe était une femme remarquable. Victoire tamponna ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait préparé à l'avance. Maître Pasquier ouvrit un dossier en cuir. Avant de commencer, je dois clarifier quelques points. Ce testament a été exécuté il y a 14 mois, en octobre de l'année dernière. Marthe était saine d'esprit, comme l'a documenté son médecin. Le testament a été correctement attesté et notarié. Il est juridiquement contraignant et définitif. Bien sûr, dit papa. Marthe a également laissé des instructions selon lesquelles je devais lire le testament dans son intégralité avant de prendre des questions. Je demande à chacun de respecter cela. Nous hochâmes tous la tête. Maître Pasquier mit ses lunettes de lecture.
Dernière volonté et testament de Marthe-Elisabeth Richard, exécuté le 7 octobre 2023. Il lut les préliminaires juridiques, que grand-mère était saine d'esprit, que ceci remplaçait tous les testaments précédents, que maître Pasquier était l'exécuteur testamentaire. Puis il arriva au legs. À mon fils, Jacques Richard, et à sa femme, Patricia Richard, je lègue la somme de 25 000 €. Silence. Choc total. Silence. Le visage de maman devint blanc. À ma petite fille, Victoire Richard Moreau, je lègue la somme de 25 000 €. La bouche de Victoire s'ouvrit. Quoi? Veuillez garder toutes les questions jusqu'à ce que la lecture soit terminée, dit doucement maître Pasquier. La totalité de ma succession restante, continua-t-il, la voix stable, y compris ma résidence avenue Henri Martin, mes comptes d'investissement, mon portefeuille d'actions, mes comptes de retraite, mes biens personnels et tous les autres actifs non spécifiquement mentionnés ci-dessus. Je les lègue à ma petite-fille, Emma-Louise Richard. La pièce explosa. C'est impossible. Victoire se leva. C'est. Relisez-le. La succession a été évaluée à 4 millions €, continua calmement maître Pasquier. Cela comprend l'appartement de l'avenue Henri Martin évalué à 2,1 millions, les comptes d'investissement et de retraite totalisant 1,5 million, les comptes d'épargne de 140 000 € et les biens personnels évalués à environ 45 000 €. Non, dit maman. Elle ne pleurait pas. Elle avait l'air stupéfaite, comme si quelqu'un l'avait frappée physiquement. Non, cela ne peut pas être exact. Jacques, dis-lui que cela ne peut pas être exact. Papa ne dit rien. Son visage était passé du blanc au rouge. Ses mains agrippaient les accoudoirs de sa chaise si fort que ses articulations étaient blanches. C'est une fraude, la voix de Victoire tremblait. Emma l'a manipulée. C'est une infirmière. Elle avait accès. Madame Moreau, l'interrompit fermement maître Pasquier. Je dois vous avertir que des accusations comme celle-ci pourraient vous exposer à une responsabilité juridique. Je vous assure que ce testament est tout à fait valide. Mais 4 millions €? Victoire se tourna vers moi. Tu le savais. Tu le savais tout ce temps. C'est pour ça que tu venais. Tu as planifié ça. Je secouai la tête. Je pleurais. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Menteuse. Hurla Victoire. Victoire, assieds-toi, dit Charles doucement. Non. C'est insensé. Nous contestons cela tout de suite. À la seconde même. C'est votre droit, dit maître Pasquier. Cependant, je dois vous informer que Marthe avait anticipé cette possibilité. Elle a laissé une lettre expliquant sa décision. Voulez-vous que je la lise? Oui, dit papa. Sa voix était creuse. Maître Pasquier sortit une enveloppe. Je reconnus l'écriture de grand-mère sur le devant, à ma famille, avec amour et honnêteté. Il l'ouvrit et commença à lire. À Jacques, Patricia, Victoire et Charles. Je dois être honnête avec vous. J'ai besoin que vous compreniez cette décision, même si vous ne l'acceptez jamais. Pendant les 3 dernières années de ma vie, Emma est venue me voir chaque jeudi soir. Chaque semaine sans exception. Puis, neige, canicule, jours fériés, elle n'a jamais manqué. Pas une seule fois. Elle arrivait à 18 h avec le dîner. Parfois des plats à emporter, parfois des courses qu'elle cuisinait dans ma cuisine. Nous mangions ensemble, regardions Question pour un champion, parlions de nos semaines. Elle me parlait de ses patients, ce qu'elle sauvait et ce qu'elle ne pouvait pas sauver, les familles qu'elle réconfortait, la politique hospitalière qu'elle gérait. Elle m'interrogeait sur ma vie, mon passé, mes souvenirs. Nous parlions de son grand-père, mon défunt mari, et je pouvais partager des histoires avec quelqu'un qui voulait vraiment les entendre. Nous parlions de tout. D'art, de politique, de livres, de vie, de mort, de peur, de joie. Emma m'a donné 3 heures chaque jeudi, chaque semaine sans exception. Cela fait 156 heures par an. Sur 3 ans, cela fait 468 heures, près de 20 jours complets de sa vie. Elle a fait cela tout en travaillant 70 heures par semaine, tout en vivant dans un studio qu'elle pouvait à peine se permettre, tout en étant rejetée par sa propre famille pour ne pas être assez ambitieuse. Elle l'a fait parce qu'elle m'aimait, pas parce qu'elle voulait quelque chose. Parce qu'elle me voyait comme une personne,
pas comme une obligation en forme de grand-mère. Victoire, tu venais une fois par mois. 90 minutes à chaque fois. Tu arrivais exactement à l'heure, restais exactement 90 minutes et partais exactement comme prévu. Tu amenais tes enfants, ce qui était charmant, mais tu passais la plupart de la visite sur ton téléphone. Tu demandais comment j'allais, mais tu n'attendais pas la réponse. En 3 ans, tu as passé environ 54 heures avec moi, un neuvième de ce qu'Emma a passé. Jacques et Patricia, vous appeliez chaque dimanche à 10 heures du matin comme une horloge. 10 minutes par appel. Vous demandiez si j'avais besoin de quelque chose. Vous proposiez d'engager de l'aide. Vous étiez dévoué, mais vous ne veniez jamais en dehors des fêtes, Noël et Toussaint. 2 repas par an, peut-être 6 heures au total annuellement. Vous me traitiez comme une obligation sur votre calendrier. Une case à cocher. Appeler mère. Rendre visite à mère pour les fêtes. Je ne vous dis pas cela pour vous blesser. Je vous le dis parce que vous devez comprendre. Emma ne m'a pas traité comme une obligation. Elle m'a traité comme une amie. Quand on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3 il y a 2 ans, Emma m'a accompagné à chaque rendez-vous d'oncologie. À chacun d'eux. Elle m'a tenu la main pendant la chimiothérapie. Elle est restée avec moi quand j'étais malade. Elle m'a aidé à comprendre mes options de traitement. Aucun de vous ne savait que j'avais un cancer. Je ne vous l'ai pas dit parce que je savais ce qui se passerait. Vous vous sentiriez coupable. Vous commenceriez à venir par obligation, pas par amour. Vous réorganiseriez vos emplois du temps et en auriez du ressentiment. Vous compteriez le temps jusqu'à ce que ce soit fini. Emma n'a jamais su que je vous le cachais. Elle venait juste tous les jeudis et était là. Je suis en rémission maintenant, en grande partie grâce au soutien d'Emma. Donc, voici ce que j'ai décidé. Les gens qui étaient présents dans ma vie devraient bénéficier de ma mort, pas ceux qui prévoient d'être présents après. Victoire, je te laisse 25 000 euros. C'est environ 463 euros par visite sur 3 ans. Un paiement équitable pour ton temps. Jacques et Patricia, je vous laisse 25 000 euros. C'est environ 83 euros par appel téléphonique sur 3 ans. Également équitable. Emma, je te laisse tout le reste. Pas parce que tu t'y attends, tu ne t'y attends pas. Pas parce que tu l'as demandé, tu ne l'as jamais fait. Mais parce que tu l'as gagné à travers 468 heures à être simplement là. Si vous êtes en colère à ce sujet, je comprends. Mais demandez-vous, quand avez-vous passé 3 heures avec moi pour la dernière fois sans regarder votre montre? Quand avez-vous demandé pour la dernière fois des nouvelles de ma vie et écouté réellement la réponse? Emma a demandé. Chaque jeudi pendant 3 ans. Cela vaut plus que ce que l'argent peut mesurer. Donc, je lui donne aussi l'argent. Je ne fais pas cela pour vous punir. Je le fais pour vous enseigner quelque chose. La présence compte. Être là compte. Voir les gens comme des personnes, pas comme un futur héritage, compte. Peut-être apprendrez-vous cela. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Emma a mérité cela. Chaque centime. Avec amour et absolument aucun regret. Marthe-Elisabeth Richard. Le silence qui suivit fut écrasant. Je sanglotais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ma grand-mère. Elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cancer, chuchota maman. Tu avais un cancer. Elle est morte. Patricia, dit papa d'un ton plat. Cela n'a plus d'importance maintenant. Chaque jeudi. Victoire me fixait. Tu lui rendais visite chaque jeudi. Je hochais la tête, incapable de parler. Tu ne nous l'as jamais dit. Grand-mère m'a demandé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que, j'essuyais mes yeux, parce qu'elle a dit que vous ramèneriez tout à vous. Et elle avait raison. Regardez-vous en ce moment. C'est de la manipulation. Victoire se tourna vers Maître Pasquier. C'est clairement de la manipulation. Elle a isolé notre grand-mère, l'a empoisonnée contre nous. Madame Moreau, la voix de Maître Pasquier était tranchante maintenant. Votre grand-mère a écrit cette lettre il y a 14 mois. Elle était guérie du cancer à l'époque, comme l'a documenté son oncologue. Elle était tout à fait saine d'esprit. J'ai cela documenté.
J'ai la documentation des visites d'Emma. Les registres de sécurité de l'immeuble montrant qu'Emma arrivait chaque jeudi à 18 h pendant 3 ans. J'ai des témoignages de voisins. J'ai des relevés téléphoniques montrant qu'Emma appelait quotidiennement pour prendre des nouvelles. J'ai des dossiers de son équipe d'oncologie montrant qu'Emma a assisté à chaque rendez-vous. Il sortit un dossier épais. Votre grand-mère a tout documenté. Elle savait que vous contesteriez. Elle s'y est préparée. Donc, nous n'avons pas le choix? Demanda papa. Nous acceptons juste cela? Vous pouvez contester, dit maître Pasquier. Mais je vous le dis, en tant que personne qui a pratiqué le droit des successions pendant 40 ans, vous perdrez. Les preuves sont accablantes, et vous gaspillerez 25 000 à 50 000 € en frais juridiques pour essayer. C'est incroyable, dit Victoire. Elle pleurait maintenant, des larmes de colère. 4 millions d'euros pour elle? Elle me regarda avec une haine pure. Tu as planifié ça. Tu as manipulé une vieille femme malade. Elle n'était pas malade quand j'ai commencé à venir, dis-je. Je venais parce que je l'aimais. Parce qu'elle était intéressante, drôle et intelligente, et que j'aimais passer du temps avec elle. Tu vivais dans un studio. Rétorqua Victoire. Tu avais désespérément besoin d'argent. Tu as vu une opportunité. Je ne savais pas pour l'appartement dans Paris. Je ne savais pas pour les actions. Je savais qu'elle possédait son appartement de l'avenue Henri Martin, mais je pensais qu'elle vivait de sa retraite et de l'aide de papa. Tu mens, dit Victoire sèchement. Ce n'est pas vrai. Je me tournai vers maître Pasquier. Je ne savais vraiment rien de tout cela. Il hocha la tête. Marthe n'a jamais discuté de ses finances avec vous? Jamais. Nous parlions de tout le reste, mais jamais d'argent. C'est documenté aussi, dit-il. Marthe a spécifiquement noté dans ses réunions de planification avec moi qu'elle ne voulait jamais qu'Emma connaisse l'étendue de sa richesse. Elle voulait s'assurer que les visites d'Emma étaient sincères. Il regarda ma famille. Ce qu'elles étaient. Charles se leva. Je pense que nous avons besoin de temps pour assimiler cela. Bien sûr, dit maître Pasquier. Les legs de 25 000 € seront distribués dans les 30 jours. Emma, la succession prendra 4 à 6 mois pour être traitée. Je vous contacterai pour commencer ce processus. Nous nous levâmes tous. Victoire pleurait toujours. Maman avait l'air sous le choc. Le visage de papa était rouge d'une colère contenue. Dans l'ascenseur pour descendre, personne ne parlait. Nous nous tenions dans ce petit espace, le silence étant suffocant. Quand nous atteignîmes le hall, Victoire se tourna vers moi. Si tu avais la moindre décence, dit-elle, la voix tremblante, tu partagerais cet argent avec nous. Avec ta famille. Grand-mère a exprimé clairement ses souhaits, dis-je. Grand-mère a été manipulée. Elle a été évaluée par des médecins. Le testament est légal. Légal ne veut pas dire juste. Victoire s'approcha. Tu vas vraiment prendre 4 millions d'euros et ne rien nous donner? Grand-mère vous a donné 25 000 € chacun. C'est rien. C'est insultant. C'est ce qu'elle a décidé. Tu l'as empoisonné contre nous. Non, dis-je doucement. J'étais juste présente. Je m'éloignai d'eux, sortant sur l'avenue Georges V dans le froid de décembre. Mon téléphone commença à vibrer avant même que j'atteigne le métro. Victoire, tu n'existes plus pour moi. Maman, Emma, nous devons discuter de cela raisonnablement. Papa, ceci est en train de déchirer notre famille. Victoire, tout le monde saura ce que tu as fait. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Victoire, manipulatrice. J'éteignis mon téléphone. Cette nuit-là, je m'assis dans mon studio en regardant le lit escamotable, la minuscule cuisine, la vue sur le mur de briques. 4 millions d'euros. Je n'arrivais pas à assimiler. Je pensais à grand-mère. Au jeudi soir. À la dernière fois que je l'avais vue, 2 mois avant sa mort. Nous regardions Question pour un champion. Elle avait eu bon à toutes les questions de la catégorie opéra, frimant un peu. Pendant une publicité, elle m'avait pris la main. J'ai mis à jour mon testament l'année dernière, avait-elle dit. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Je veux que tu saches que je te laisse presque tout. J'avais commencé à protester,
mais elle avait serré ma main. Tu essaieras de le refuser, avait-elle dit. Tu penseras que c'est trop. Tu t'inquiéteras pour ta famille. Mais Emma, écoute-moi. Tu l'as gagné. Pas par manipulation ou intrigue, mais en étant là. En étant présente. En m'aimant sans rien attendre en retour. Victoire s'en sortira bien. Elle gagne 120 000 € par an et a épousé un avocat. Tes parents vont bien aussi. Tu es celle qui lutte. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Je ne viens pas te voir pour l'argent, avais-je dit en pleurant. Je sais, ma chérie. C'est exactement pour cela que tu l'obtiens. Le souvenir faisait mal. Un chagrin tout frais se mélangeant au choc, se mélangeant à la culpabilité. Au cours des 2 semaines suivantes, le harcèlement s'intensifia. Victoire publia sur les réseaux sociaux des messages vagues sur la trahison familiale et les gens qui profitent des autres. Elle ne me nommait jamais directement, mais quiconque nous connaissait comprendrait. Les membres de la famille éloignée commencèrent à appeler. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma tante Hélène, la sœur de grand-mère, laissa un message vocal, « Ta grand-mère aurait honte de toi. » Maman appelait tous les jours, pleurant parfois, en colère parfois. « Comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille. » Papa envoyait des courriels, longs et formels, expliquant pourquoi j'avais une obligation morale de partager l'héritage. Comment la famille signifiait prendre soin les uns des autres. Comment grand-mère aurait voulu que nous en profitions tous également, sauf que grand-mère avait explicitement déclaré le contraire dans sa lettre. Victoire se présenta à mon immeuble un samedi. L'interphone sonna 20 fois. Quand je ne répondis pas, elle laissa des paquets devant ma porte. À l'intérieur, des impressions d'annonces se logeaient. Des maisons que tu pourrais acheter pour la famille, disait sa note. Arrange les choses. J'appelais Maître Pasquier. Peuvent-ils continuer à faire ça? Techniquement, oui, à moins qu'ils ne vous menacent ou ne s'introduisent chez vous. Mais Emma, j'ai déjà vu ça. La famille qui se sent en droit de recevoir de l'argent qu'elle n'a pas reçu. Ils espèrent que vous céderez. Espérant que le harcèlement fonctionnera. Est-ce que ça s'arrêtera? S'ils contestent et perdent, généralement oui. La défaite judiciaire rend la chose réelle. Et s'ils ne contestent pas, alors finalement ils l'accepteront. Ou pas. Mais vous ne pouvez pas céder. Marthe a exprimé clairement ses souhaits. Honorez-les. 3 semaines après la lecture du testament, je reçus une lettre juridique. Victoire avait déposé une contestation de testament. Motif, influence indue, isolement de la défunte, abus de vulnérabilité dû au diagnostic de cancer. Maître Pasquier m'appela. Ne vous inquiétez pas, nous nous y attendions. Rassemblez toutes les preuves que vous avez. Message texte avec votre grand-mère, photo, tout ce qui montre que votre relation était authentique. Je passai une semaine à fouiller dans mon téléphone. 3 ans de photos de jeudi soir. Grand-mère et moi à sa table à manger, regardant Question pour un champion, cuisinant ensemble, jouant aux cartes, étant juste ensemble. Des centaines de messages textes. Des vérifications quotidiennes. Comment te sens-tu? As-tu besoin de quelque chose? Je pense à toi. Et ses réponses, je vais bien, ma chérie. Juste plus heureuse dans ma vie. J'ai hâte d'être à jeudi. Preuve d'une relation. D'amour. De présence. L'audience au tribunal était prévue 4 mois plus tard. Entre-temps, je continuais à travailler à l'hôpital, des semaines de 70 heures en réanimation, sauvant des vies, perdant des vies, rentrant épuisé dans mon studio de 37 mètres carrés. Rien n'avait encore changé. L'héritage était bloqué par la procédure. Je vivais toujours la même vie, sauf que maintenant ma famille me détestait. Noël arriva, je ne fus pas invité au dîner. Victoire publia des photos sur Instagram. Maman, papa, Victoire, Charles, les enfants. Tout le monde souriant. Reconnaissante pour la vraie famille, disait la légende. Je travaillais une double vacation le jour de Noël. C'était plus facile que d'être seul. 4 mois après la lecture du testament, nous étions assis au tribunal judiciaire de Paris. Le juge Robert Chêne présidait. Il avait la cinquantaine, le regard perçant, et ne tolérait pas les absurdités.
L'avocate de Victoire était une femme nommée Maître Chantal Blanc. Chère, agressive. Elle portait un tailleur qui coûtait plus que ce que je gagnais en un mois. Elle présenta leur dossier. Que j'avais eu un accès sans précédent à grand-mère. Que je l'avais isolée de sa famille en l'encourageant à garder nos visites secrètes. Que j'avais profité de sa vulnérabilité pendant son traitement contre le cancer. En tant que professionnel de la santé, j'aurais pu influencer son état mental ou ses médicaments. Elle n'avait aucune preuve, juste des implications et des suggestions. Puis Maître Pasquier présenta notre dossier. Les registres de sécurité de l'immeuble montrant que j'étais arrivé chaque jeudi à 18 h pendant 156 semaines consécutives. Je n'avais manqué que les jours fériés où grand-mère rendait visite à mes parents. Les registres étaient détaillés. Mon nom, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Chaque semaine pendant 3 ans. Les relevés téléphoniques montrant que j'avais appelé grand-mère quotidiennement pendant 3 ans. Une moyenne de 7 minutes par appel. Juste pour prendre des nouvelles. Comment te sens-tu? As-tu mangé aujourd'hui? As-tu besoin de quelque chose du magasin? Des échanges de courriels sur des livres que nous lisions toutes les deux, des recommandations, des discussions, la preuve d'une connexion intellectuelle, des photos de nous dans des musées, dans des cafés au jardin des Tuileries. Pas seulement les photos de vacances obligatoires que ma famille avait, de vraies sorties, du vrai temps ensemble. Témoignage de l'oncologue de grand-mère. Emma Richard a assisté à chaque rendez-vous en tant que soutien à la patiente. Marthe était tout à fait compétente mentalement tout au long de son traitement. Le testament a été exécuté pendant une période d'excellente santé 14 mois avant sa mort et bien avant tout déclin cognitif. Témoignage des voisins de grand-mère dans son immeuble. Nous ne voyions qu'Emma venir régulièrement. Le reste de la famille ne venait que pour les fêtes. Peut-être Noël. Peut-être la Toussaint. Mais Emma, chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente. Témoignage du gardien de l'immeuble, un homme nommé Marcel qui y travaillait depuis 15 ans. Mademoiselle Emma venait chaque jeudi comme une horloge. Parfois elle apportait de la soupe, parfois des fleurs, parfois juste elle-même. Elle restait toujours 3 heures. La grand-mère, Madame Richard, s'illuminait quand Mademoiselle Emma arrivait. On pouvait le voir. Elle surveillait la porte en attendant. Des photos de mon téléphone, des centaines, montrant une relation aimante et authentique. Des messages textes entre grand-mère et moi quotidiennement, affectueux. Et la lettre de grand-mère écrite 14 mois avant sa mort expliquant tout clairement. Le juge Chen examina tout cela. Puis il parla. J'ai présidé de nombreux litiges successoraux, dit-il. Beaucoup impliquent des questions légitimes sur la capacité mentale, des circonstances suspectes ou une intention peu claire. Ce n'est pas l'un de ces cas. Il regarda Victoire Moreau. Votre grand-mère a laissé une explication détaillée et documentée de sa décision. Elle a été évaluée par plusieurs médecins et jugée tout à fait compétente. Elle avait le droit de laisser ses biens à qui elle choisissait. Mais elle a été manipulée, commença Victoire. Non, l'interrompit le juge Chen. Elle a reçu de la visite. Il y a une différence significative, cruciale. Il se tourna vers Maître Pasquier. Les preuves montrent une petite fille qui a fourni des soins constants et aimants à sa grand-mère pendant des années, qui n'a rien demandé en retour, qui ne connaissait même pas l'étendue de la succession dont elle hériterait. Retour à Victoire. Vous veniez une fois par mois pendant 90 minutes. C'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas prétendre maintenant que quelqu'un qui venait chaque semaine pendant 3 heures a manipulé votre grand-mère d'une manière ou d'une autre. Si vous vouliez une relation avec elle, vous auriez dû y investir du temps. Il frappa avec son marteau. Contestation rejetée. Le testament de Marthe Richard reste tel qu'il est écrit. De plus, étant donné la nature frivole de cette contestation et les preuves claires contre elle, j'accorde à Mademoiselle Emma Richard ses frais juridiques qui seront payés par la partie contestataire. Maître Pasquier se pencha vers moi. C'est 25 000 € qu'ils vous doivent. Victoire se leva brusquement. C'est injuste. C'est. Elle me regarda. J'espère que tu es contente. Tu as détruit cette famille. Je n'ai rien détruit, dis-je doucement. J'étais juste présente. À l'extérieur du tribunal, maman et papa attendaient. 25 000 €? Dit papa. Tu vas nous faire payer?
Le juge a pris cette décision. Tu pourrais y renoncer. Non. Donc, tu fais vraiment ça? Demanda maman. Prendre 4 millions d'euros, forcer tes propres parents à payer des frais juridiques, détruire ta relation avec ta sœur. J'honore les souhaits de grand-mère, dis-je. C'est tout ce que je fais. Ta grand-mère aurait honte, dit maman. Ma grand-mère a écrit une lettre expliquant exactement pourquoi elle a pris cette décision. Elle savait que vous réagiriez ainsi. Elle s'y est préparée. Je m'éloignai d'eux. 6 mois après la mort de grand-mère, la succession fut réglée. J'héritais de tout. L'appartement de l'avenue Henri Martin, les comptes d'investissement, les actions, les économies, 4 millions d'euros. Je m'assis dans l'appartement de grand-mère, mon appartement maintenant, un jeudi soir. L'endroit sentait toujours comme elle. La lavande et les vieux livres et la maison. Je réfléchis à ce que je devais faire, ce que grand-mère voudrait que je fasse. J'appelai maître Pasquier. Je veux créer un fonds. Pour les infirmières qui poursuivent leurs études. 45 000 euros par an. Votre grand-mère adorerait ça. Et je veux faire un don à la Ligue contre le cancer. En son nom. 90 000 euros. Merveilleux. L'appartement? Je pense que je vais le garder. Vivre ici. C'était sa maison. Cela semble juste. Elle serait heureuse de savoir qu'il est à vous. Je pris d'autres décisions au cours des semaines suivantes. Je gardai l'appartement et emménageai. De 37 mètres carrés à Saint-Denis à 185 mètres carrés dans le 16e. Le trajet jusqu'à la salpêtrière était de 20 minutes. Je m'inscrivis à un programme de master pour devenir infirmière en pratique avancée. Je pouvais me le permettre sans prêt maintenant, sans travailler 3 emplois. J'investis la majeure partie de l'argent. Des investissements prudents, le genre que grand-mère aurait approuvé. Je continuais à travailler à l'hôpital. Même travail, même horaire. Mais maintenant je n'avais plus à stresser pour le loyer, pour les factures, pour savoir si je pouvais me permettre de réparer ma voiture ou de prendre un jour de congé quand j'étais malade. Ma famille ne me parla pas pendant près d'1 an. Puis, le jour qui aurait été le 84e anniversaire de grand-mère, je reçus un message de papa. J'ai pensé à mère, à ce qu'elle a écrit dans sa lettre. J'ai eu tort d'être en colère contre toi. Tu ne nous as rien pris. Nous l'avons donné nous-mêmes en n'étant pas présents. Je suis désolé. Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante. Nous avons vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Ta mère est toujours en colère, dit-il. Victoire aussi. Je ne sais pas si elles changeront d'avis. C'est leur choix, dis-je. Tu avais raison cependant, sur le fait que la présence compte. J'aurais dû être plus présent pour mère. Pour toi. Il n'est pas trop tard, dis-je. Pour nous, du moins. Nous avons commencé à prendre un café toutes les 2 semaines. Pas les jeudis soirs. Cela était toujours à grand-mère, même si elle était partie. Mais les dimanches matins, reconstruisant lentement quelque chose. Maman mit plus de temps. Presque 2 ans avant qu'elle n'appelle. Ma mère me manque, dit-elle. Et ma fille me manque. Je suis désolé de la façon dont j'ai agi. L'argent, ça n'a pas d'importance. Je veux juste retrouver ma famille. Victoire ne s'est jamais excusée. Nous nous voyons lors d'événements familiaux occasionnels maintenant. Nous sommes polis, courtoises, mais la relation est brisée, peut-être définitivement. Elle a son manoir à Saint-Cloud, sa maison de plage au Cap Ferret, ses vêtements de créateur et sa vie parfaite. J'ai l'appartement de grand-mère, ses livres, ses souvenirs, son héritage. Et les jeudis soirs, je m'assois toujours dans son salon en regardant Question pour un champion, lui parlant comme si elle était toujours là. La réponse est Marie Curie. Grand-mère, comment ne savais-je pas ça? J'aime penser qu'elle écoute. 3 ans après l'héritage, j'ai terminé mon master. Je suis devenue infirmière en pratique avancée spécialisée en oncologie, travaillant avec des patients atteints de cancer comme grand-mère l'avait été. J'aidais les patients à comprendre leur traitement, tenais des mains pendant la chimio, m'assurais que personne n'affrontait son diagnostic seul. C'était comme honorer sa mémoire, comme utiliser son don de la manière qu'elle avait prévue. Le fonds de bourse d'études avait aidé 15 infirmières jusqu'à présent. Certaines envoyaient des notes de remerciement.
Je n'aurais pas pu finir l'école sans cela. Cela a changé ma vie. Merci d'investir dans les infirmières. Grand-mère aurait adoré ça. Je pensais souvent à sa lettre, à sa dernière leçon. La présence compte. Elle avait eu raison sur tout. Les gens qui sont présents sont ceux qui méritent d'être là. Les gens qui investissent du temps sont ceux qui gagnent la confiance. Les gens qui aiment sans rien attendre sont ceux qui méritent tout. J'étais venue chaque jeudi. J'avais été présente. Je l'avais aimée. Et elle m'avait aimé en retour. Avec un héritage de 4 millions d'euros et une lettre expliquant exactement pourquoi. Les jeudis soirs, je m'assois toujours dans son salon. Parfois seul, parfois papa se joint à moi, parfois des amis de l'hôpital. Mais je ne suis jamais seul. Grand-mère m'a donné plus que de l'argent. Elle m'a donné le savoir que j'avais bien agi, que j'avais été là quand cela comptait, que j'avais aimé quelqu'un pleinement et qu'elle m'avait aimé en retour. C'était le véritable héritage. Les 4 millions d'euros n'en étaient que la preuve.